Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes lundi 12 mai 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Un député du parti CNDD-FDD a failli être enlevé par des gens non encore identifiés après lui avoir passé à tabac. C'était ce dimanche. Début de la distribution des cartes d'électeurs ce lundi, une activité qui va durer exactement 3 jours. Dans ce journal, vous parlerez également d'un enseignant accusé de vol d'ordinateur à l'Ecofo Mabanda 1 en commune Mabanda, province Makamba, et qui résiste à son arrestation malgré le mandat d'arrêt qui a été délivré contre lui depuis plus de 2 semaines. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page de sécurité, découverte dans l'après-midi de ce lundi d'un corps sans vie en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. La victime était un homme qui n'a pas été identifié et était ligoté, les bras et les jambes. Son corps a été découvert sur les rives du lac Tanganyika au niveau du quartier Nyawugete 4. Selon les personnes qui allaient puiser de l'eau dans le lac, ce corps était déjà en état de décomposition. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées au niveau de 4 provinces au cours de la semaine écoulée. Parmi ces victimes figurait un enfant de 3 ans. Emmanuel Daishimiye revient sur ces assassinats. En province de Bubanza, un enfant de 3 ans a été étranglé par sa mère puis jeté dans une fosse creusée pour une latrine sur la colline Gisovu, commune et province de Bubanza vendredi dernier. Nos sources à Bubanza indiquent que la mère de cet enfant a expliqué que le motif qui lui a poussé à commettre ce crime est que le père de cet enfant ne subvenait pas aux besoins de cet enfant. Mercredi dernier, un corps sans vie d'un certain Léopold Mbissamatore, âgé de 42 ans, a été découvert dans les eaux de la rivière Ruziroza en commune Giansoro, province de Gitega. Nos sources à Giansoro indiquent que la victime présentait des signes de blessure au niveau de la tête. Les auteurs du crime et les motifs de cet assassinat n'ont pas été identifiés. Toujours mercredi, un homme mort a été retrouvé suspendu à une corde sur la colline Remera, commune Mugui, province de Chibitoke. L'administrateur de la commune Mugui a indiqué que la victime aurait été tuée et amenée à l'endroit où il a été découvert du fait que ses pieds touchaient sur le sol. 5 personnes, dont la femme de la victime, ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La dernière personne tuée répertoriée par la rédaction de la RPA et de la province de Muramza. C'est un certain Oscar Ndaïsaba, âgé de 49 ans. Il a été décapité et son sexe coupé mardi dernier par des Imbonerakure dirigés par un certain Jodos Nyomuro, surnommé Babu, si la colline Murehe, commune Mbouye. La victime était soupçonnée de pratiquer la sorcellerie. Les auteurs du crime restent toujours libres. Merci Emmanuel Ndaishimiye. En page droite de l'homme, un député originaire de la province de Kirundo a été tabassé sévèrement par des personnes non identifiées qui ont même tenté son enlèvement en mairie de Bujumbura ce week-end dernier. Selon la victime, cela s'est produit lorsqu'il rentrait chez lui en provenance de la province Mwaro. Plus de détails sur la torture qu'a subi ce député avec Walter Kwizera. Le député Jean-Baptiste Sinda Igaya, originaire de la commune Gitobe en province Kirundo et représentant des communautés pygmées à l'Assemblée nationale, a été victime d'une attaque attribuée à des individus qui seraient liés au service de renseignement burundais. Selon ses déclarations, 4 hommes armés l'ont agressé dans la soirée du samedi 10 mai à Bujumbura. Je revenais de l'intérieur du pays et me dirigeais vers Bujumbura. Il était environ 19h30. Arrivé à la gare du Nord, un véhicule sans plaque d'immatriculation nous a barré la route. Mon chauffeur s'est arrêté. Soudain, 4 hommes sont descendus de ce véhicule, l'un d'eux armé d'un fusil Kalachnikov. Ils se sont rués sur moi et ont commencé à me tabasser. J'ai crié au secours en leur disant que j'étais député, mais personne ne m'a écouté. Ils m'ont volé une somme de 500 000 francs burundais ainsi que mon téléphone portable. Toujours selon Jean-Baptiste Sinda Igaya, les assaillants ont ensuite tenté de le faire monter de force dans leur véhicule sans succès.
baruka umuryango nanje ndabana nyene ndashiramo akanyarigabo mugabo nyene ndumva ko ngushijwe mugabo n'igihugu. Ils ont voulu m'embarquer de force, mais j'ai résisté de toutes mes forces. Puis après, une foule s'est rassemblée sur les lieux et a commencé à crier que c'était déjà tenté d'arriver en député. La police est alors arrivée, mais l'affrontement s'est poursuivi. Ces hommes ont même tenté de faire passer une autre personne qui avait été sévèrement battue au point d'avoir un œil athée pour mon agresseur. Mais une fois au bureau de zone, j'ai déclaré que ce n'était pas lui. Moi-même, j'ai été violemment frappé et l'un de mes yeux ne fonctionne plus. Des proches du député demandent désormais que des mesures de protection soient prises à son égard. Ils estiment que cette attaque serait liée à ses prises d'opposition lors des sessions parlementaires. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre ni le commissaire de la police judiciaire de Bujumbura, ni le service national de renseignement pour recueillir leur version des faits. Walter Kwizera, les membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, récemment approuvés, ont prêté seulement son lundi à l'hémicycle de Kigobe devant le président de la République et différentes institutions du pays. Ces nouveaux membres de la CNDH sont au nombre de 7. Il s'agit de Monseigneur Blaise Martin Nyaboro, président de la dite commission, Rugeminwaza Gérard, vice-président, Béatrice Murunziza, secrétaire, ainsi que Manirambona Jean Bosco, Issa Ntambuka, Gloriose Nimenya et Dina Ndayumvire. Je vous le disais dans les titres, depuis ce lundi de la distribution des cartes d'électeurs aux citoyens qui se sont fait enrôler pour participer aux prochaines élections. Il est prévu que cette activité se déroule jusqu'au 14 mai 2025. Le retrait de ces cartes d'électeurs se fait au niveau des centres dans lesquels les citoyens se sont fait enrôler. Le Conseil national de la communication CNC appelle les professionnels des médias à garantir un traitement équitable et équilibré de tous les candidats. Lors d'une rencontre tenue ce lundi à la veille du début des activités de campagne électorale avec les responsables des organes de presse, la présidente du CNC, Espérance Ndaïzeye, a exhorté les journalistes à accorder la parole à tous les candidats sans discrimination et à favoriser le discours portant sur les programmes politiques tout en évitant de relayer des propos susceptibles de diviser ou de porter atteinte à ceux qui expriment des opinions différentes. Écoutez plutôt Espérance Ndaïzeye, elle est présidente du CNC. Et tout d'abord, la réunion que nous avons organisée aujourd'hui avec les responsables des médias, c'est une réunion ordinaire. La particularité est qu'elle intervient un jour avant le début de la campagne électorale. Nous avons interpellé les responsables des médias de rester impartials pendant la couverture de la campagne électorale, la couverture du scrutin et de la préélection. Nous avons appelé les médias à donner la parole à tous ceux qui sont en compétition, promouvoir le pluralisme dans leurs médias. Aux médias publics, nous allons organiser le tirage au sort des partis politiques, des coalitions et des indépendants en compétition pour le passage de leurs messages, de leurs discours politiques, de leurs programmes politiques dans les médias publics. Mais pour les médias privés aussi, nous les interpellons à renforcer le pluralisme et à donner la parole à tous ceux qui sont en compétition. En période électorale comme en période normale, la loi continue à fonctionner. Nous allons toujours appliquer la loi sur la presse et les autres instances appliqueront la loi à leur disposition. Il y a beaucoup de lois en période électorale, il y a le code électoral, il y a les textes et lois nationaux. Donc je pense que chacun à ce qui le concerne va appliquer la loi qui est à sa disposition. Pour le Conseil national de la communication, notre action est basée sur la loi sur la presse. Et certains membres de la presse se sont exprimés au sujet des récentes déclarations du chef de l'État qui a exhorté les journalistes à s'abstenir de relayer les éventuelles irrégularités pouvant survenir lors des élections, invoquant la préservation de l'intérêt national. L'Union burundaise des journalistes UBJ déclare que les journalistes burundais, conformément aux droits qui leur sont garantis par la Constitution, ont pour mission d'informer la population sur les faits qui se déroulent dans le pays, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alexandre Niyungeko, président de l'IBJ, indique que de tels propos constituent une atteinte grave au droit fondamental des citoyens d'accéder à une information libre et indépendante. Écoutons Alexandre Niyungeko, il est le président de l'Union burundaise des journalistes.
Il confond les choses parce que, d'abord, je voudrais rappeler que le métier de journaliste, c'est un métier comme d'autres métiers. C'est un métier qui a une éthique, qui a aussi une déontologie. Et je pense que seuls les initiés savent comment, justement, la profession s'exerce. On ne peut pas s'improviser journaliste, tout comme pour d'autres professions, on ne peut pas s'improviser médecin. Il y a certainement une éthique et une déontologie derrière. Qu'on soit le chef de l'État, je ne pense pas qu'on ait la capacité, à moins qu'on ait fait des études ou qu'on ait exercé cette profession, ce qui n'est pas le cas pour le président Ndayishimiye. Et donc, je ne pense pas qu'il ait vraiment des leçons à donner en matière d'exercice de la profession de journaliste. Je crois que aussi, quand il soulève la question de l'intérêt général, il confond l'intérêt peut-être de sa clique, de lui-même et sa clique, en la confondant comme l'intérêt général du pays. Je pense que l'intérêt général, ça se situe où? Tout le peuple, tout le public a besoin de recevoir les informations. Qu'ils soient bonnes ou mauvaises, c'est une information. Et je ne pense pas que, effectivement, si un journaliste diffuse une information en rapport avec la violation des droits de l'homme par ceux qui sont au pouvoir, pour eux, ça va dire que c'est contre leur intérêt. Et des fois, quand il y a confusion entre intérêt d'un groupe et intérêt général, effectivement, là, c'est à côté de la plaque. Et je pense que là, les journalistes doivent avoir dans leur ligne de mire et dans leur orientation l'éthique et la déontologie. Sinon les autres, ce ne sont que des discours politiques qui, à mon avis, ne devraient pas être pris au sérieux. Et en page éducation, 3 ordinateurs portables et 16 accessoires ont été volés à l'école fondamentale de Mabanda 1, située en commune de Mabanda, province de Makamba, il y a de ça 3 semaines. Les parents d'élèves à cette école demandent que l'enseignant accusé de ce vol soit puni. Dani Claire Ilatrumva nous présente les détails à propos de ces ordinateurs volés. Ces 3 ordinateurs portables et leurs accessoires volés à cette école fondamentale de Mabanda 1, située en commune Mabanda, avaient été octroyés par le ministère de l'Éducation pour renforcer la capacité des élèves il y a presque une année, comme l'indique notre source. 3 ordinateurs et leurs 3 ondulaires ont été volés. Leur unité centrale et équipement qui aide à produire de l'électricité, ainsi qu'un autre appareil qui aide de protection contre la foudre. Ces machines ont été fournies par le ministère de l'Éducation pour aider à accéder aux réseaux sociaux. Après ce vol, une enquête a été menée et ces ordinateurs ont été retrouvés dans un champ de culture où ils étaient cachés, mais ils étaient déjà endommagés. Dans la foulée, les sentinelles de cette école avaient été arrêtés et libérés par après. Notre source a fait savoir qu'il a été prouvé que ce vol a été commis par un enseignant prénommé Stani qui habite non loin de cet établissement scolaire. Après avoir mené une enquête, la personne qui a été arrêtée a dit que la personne avec qui elle était ensemble est le même professeur qui les a volés. Il s'agit du professeur prénommé Stani. Le professeur est l'un des professeurs qui y travaillait depuis un an et habitait non loin de cette école. C'est donc lui qui a planifié ce vol et l'a mis en exécution. C'est dommage. Il y a un mandat d'arrêt contre lui, mais il n'a pas encore été arrêté. Nous avons entendu qu'il y a un parent nommé Ngabile qui est allé voir le commissaire régional et lui a donné de l'argent. Vous comprenez alors que même la police qui était censée arrêter ce professeur Stani ne peut pas le faire. En fait, ceux qui sont responsables de la discipline semblent l'avoir soutenu car, depuis le début de l'année scolaire, ce professeur Stani n'a jamais été présent une seule fois. Même le directeur communal de l'enseignement en est au courant. Ceci pour dire que tout le monde le protège. Les parents d'élèves de cette école fondamentale de Mabanda demandent aux responsables de l'éducation en commune Mabanda de sortir de leur silence pour prendre des mesures qui s'imposent. Contacté par la rédaction de la RPA, Léonard Sindakira, directeur de l'enseignement en commune Mabanda, après une brève présentation, il nous a aussitôt raccroché au nez.
Et la récente majoration du prix des feuilles vertes du thé opérée par le gouvernement ne profitera en rien aux agriculteurs car elle est très insignifiante. Certains thé-culteurs indiquent que la somme majorée est minime par rapport aux dépenses qu'ils font jusqu'à la récolte. Rémi Nderagakura. Le prix du feuille du thé a été majoré de 150 francs par kilo au cours du récent Conseil des ministres. Une augmentation insignifiante selon les cultivateurs qui n'ont pas du tout apprécié cette initiative, déplore l'un de ces cultivateurs du thé en province du Nord. La majoration a eu mercredi. Le prix d'un kilo de feuilles vertes du thé est passé de 350 francs à 500 francs. Mais cela est insuffisant puisque ne constitue aucun avantage chez le thé-culteur. Ces thé-culteurs disent que cette hausse ne leur apportera aucun avantage palpable. Ils dénoncent cependant le manque de consensus sur cette fixation des prix. En effet, les autorités locales avaient assuré que toute révision tarifaire se fera après consultation avec les producteurs et en se basant sur les tendances qui prévalent sur le marché international et de notre ressource. Aucune considération n'a été prise en compte pour majorer le prix sur les feuilles vertes du thé. Normalement, 4 ou 5 kilos de feuilles vertes produisent un kilo du thé sec. Car après, il fallait considérer les prix sur le marché international. Mais rien n'a été fait avant de fixer ce prix. Il devait au préalable entretenir avec les cultivateurs du thé et les responsables de l'usine pour alors fixer un prix convenable. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'usine OTB afin qu'ils réagissent à ce sujet. Merci à toi, Rémi Nderagakura. Il est incompréhensible et contraire à la constitution burundaise ainsi qu'aux lois régissant les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est que le Burundi a ratifié de refuser aux voyageurs de franchir les frontières burundaises sous prétexte que leur passeport porte des tampons attestant leur passage dans des zones contrôlées par le mouvement armé M23. C'est du moins la réaction de Maître Gustave Niyonzima. Le juriste ajoute que le Burundi risque de se retrouver devant les tribunaux si ces voyageurs saisissent des instances compétentes. Suivez plutôt Maître Gustave Niyonzima. Ces interdictions ne reposent sur aucune loi et manquent de pertinence légale sur le sentier à la Constitution. Et en vertu de l'article 33 de la Constitution, tous les citoyens burundais ou étrangers ont le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national ainsi que de le quitter et d'y revenir. En passant dans les territoires du Congo déjà conquis par le mouvement AFC M23, en ayant un saut dans les documents de voyage du même mouvement, ce n'est pas de leur faute ou de leur responsabilité. Donc on dirait que ce sont des mesures anticonstitutionnelles qui risquent même d'être attaquées devant les instances judiciaires. Qui plus est, le Burundi fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et conformément à la loi qui régit la dite communauté, il y a la possibilité de circuler librement dans ces pays, ce qu'on appelle la liberté de circulation des biens et des personnes, sans visa. Et c'est inconcevable que de telles mesures soient applicables à ces citoyens burundais ou étrangers. C'est en dehors, contraire même à la loi qui régit la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi 12 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Niyonzima. Passez de bons matchs chez vous. Au revoir.